Salut à tous, épisode 4 avec la 205 Quick Step. Eh bien, on a encore beaucoup de courses qui sont plutôt prestigieuses là à disputer dans cet épisode, alors qu'on voit l'arrivée de Pogacar, c'est-à-dire ce jeune d'Emirates qui a quand même gagné le Tour d'Algarve, et puis la semaine passée, et puis vous devez vous interroger sur ces images. Il y a peut-être certaines personnes qui reconnaissent, d'autres pas. Mystère, mystère, on va parler de quelque chose en lien avec ces images juste après quand je vais un peu commenter l'actualité récente. Alors voilà, 3 jours de Bruges-la-Panne, Tour de Catalogne, GPE3, Gand-Wevelgem. On est sur du couru classique, tout ce qu'on veut. Allez, c'est parti. 3 jours de Bruges-la-Panne, je suis sur la World DB 2019, ce qui implique que c'est une course World Tour classe B. Donc, il y a des points UCI, et donc les points nous intéressent pour Viviani qui fait un petit peu la chasse depuis ce début de saison où il a eu l'honneur de prendre la première place dès le Tour Down Under. Donc, je vais le placer, et puis en plus le profil il est quelque peu plat, n'est-ce pas? Voilà, il faut pas s'ennuyer avec ça. En plus, Philippe Gilbert, le pauvre, il a chuté. Il a été un peu largué. De toute façon, à part essayer de partir en costaud, ouais, je vois pas trop. Donc, il y a du monde, hein. Les plus grands sont là, hein. Les plus grands sprinters, mais aussi les plus grands flandriens sont présents sur cette course. Et puis nous, on va essayer de préparer calmement le terrain à Viviani pour essayer d'aller s'imposer. On voit Gilbert, Stibar qui vont travailler très très durement. Les équipiers Martinelli, Morkov ne sont pas en reste, hein. Ils vont travailler très très durement pour emmener le sprinter Viviani dans les meilleures conditions pour essayer d'aller chercher cette victoire. On voit Christophe Laporte emmené par les Cofidis qui a tenté, c'est bien légitime, sa chance, voilà. Ça va être Peter Sagan qui va finalement faire deuxième sur ces rushs là de fin de course où il dépasse tout le monde et où finalement des fois vous pouvez vous faire dépasser vous-même. Voilà, Viviani avait suffisamment d'avance pour s'imposer, donc voilà, il va nous chercher une victoire importante, hein. On est en Belgique, hein. Donc forcément le sponsor il la voulait, donc on l'a eu, parfait. Ensuite, Tour de Catalogne. Alors, au Tour de Catalogne, j'emmène Youngles et Mas a priori pour éventuellement le général, même si a priori c'est plutôt Mas. Il y a le jeune Evenepoel qui est présent, donc on voit que ses statistiques, comme je vous le montrais à la fin de l'épisode précédent, ont un petit peu monté. On espère que ça va continuer. Et puis là, sur cette première étape, je vais faire ce que je peux pour essayer de faire gagner notre sprinter Jacobsen. On a emmené Hodge et Jacobsen, donc que le meilleur gagne, hein, et que le meilleur soit emmené par l'autre. Au final, c'est tout ce qu'on demande. Nous, ce qu'on veut, c'est une victoire d'étape là sur cette étape 1. On a vu que Youngles avait un peu musclé les débats, mais Jacobsen, il n'y a pas de problème, il a suivi tranquillou. Hodge est prêt pour jouer. Pour une fois, il va jouer au poisson pilote de Jacobsen. Et puis, on va essayer, voilà, d'emmener sur cette longue ligne droite, d'emmener tout le monde, en espérant ne pas emmener trop de concurrents. Le plateau de sprinter, il n'est pas le plus relevé qu'on puisse trouver, hein, sur ce Tour de Catalogne, je tiens à le préciser. Jacobsen va aller chercher cette étape, voilà, devant le français Sarro, notamment. Et donc, il y a aussi du puncher qui s'est mêlé un petit peu à la lutte. Bref, voilà, on va chercher cette étape. C'était très important pour la confiance d'aller prendre une étape là de sprint pour Jacobsen, c'est parfait. Il débloque son compteur en World Tour cette année. Espérons que ce ne soit pas la dernière. Voilà, donc prise du maillot automatique. Bon, alors, on va profiter de l'étape suivante qui est ce qu'elle est pour parler un petit peu de l'actualité de la semaine précédente. C'était le Tour du Haut-Var. Il y avait une première étape sur laquelle Seb Van Mark s'était illustré en l'emportant. Une deuxième étape sur laquelle
Ciccone, l'Italien, s'était imposé, un petit peu à la surprise générale. Et puis une troisième étape, l'étape reine, avec une arrivée au Mont Faron. Le Mont Faron, c'est quand même quelque chose que je connais particulièrement. Je l'ai fait X fois à vélo. Ça méritait le déplacement. Alors donc, il n'y a pas d'image pour ce Tour du Haut-Var. Il n'y a pas d'image, il n'y a eu aucune retransmission de télé. Alors, très 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 modestement, je vais vous proposer 2-3 petites images que j'ai pu prendre moi-même, puisque j'ai évidemment fait le déplacement du côté du Mont Faron pour essayer d'aller voir qui. Là, on voit un Direct Energy. Regardez, il y a Pinot qui va passer derrière Bardet. Ça y est, il est passé. Et puis on le voit derrière Carcy, porteur, le Education First, porteur du maillot jaune. On va voir un tout petit peu après, on va voir Seb Van Mark. Quel honneur de voir passer. Voilà. Quel honneur de voir passer Seb Van Mark. Vous allez voir arriver, il y a un Education First qui va arriver maintenant. Non, presque après. Quel honneur de voir un Flandrien de ses propres yeux, un Seb Van Mark, voilà. Et il arrive juste derrière son collègue. Pas là. C'est lui. Voilà, Seb Van Mark qui a failli gagner un Paris-Roubaix, honneur à lui. Enfin, j'adore ce coureur, je suis très très heureux de l'avoir vu passer. Puis pour ce qui est du Tour du Haut-Var, Thibaut Pinot va faire plaisir à tout le monde, puisqu'il va réussir à s'imposer en haut du Mont Faron devant Romain Bardet. Donc intéressant, c'était sympa. Ça aurait mérité une retransmission de télé, c'est bien dommage. On espère que la prochaine fois, on y aura droit, surtout avec ce Tour du Haut-Var relooké, dans lequel finalement le juge de paix du Mont-Faron, c'est quand même quelque chose d'assez excitant. Bon, voilà. On aurait aimé avoir des images, j'espère que ça viendra. Vous avez vu que l'étape 2 en Catalogne s'était passée de manière un peu surprenante. Il y avait eu les chutes là qui nous avaient un peu embêtés. L'étape 3 propose un final qui peut mettre à mal les sprinters purs. Et donc, bien que ayant quelques espoirs pour Jacobsen s'il passe la difficulté que je vous ai montré là, celle qui est un petit peu centrale vers les 2 tiers de l'étape, et s'il arrive ensuite à maîtriser la montée qui précède le faux plat d'arrivée, il y aura une chance. Maintenant, il faut être présent à l'avant pour ça. Et on voit qu'il a du mal. On voit qu'il a du mal. Hodge, c'est un peu pareil. Donc, on a un peu compris que sur cette étape-là, il fallait pas trop rêver avec Jacobsen. Les pourcentages étaient particulièrement trop difficiles pour lui. Il va falloir faire progresser tout ça. Je compte le développer non seulement en pavé évidemment et en endurance, puisque ça doit devenir un sprinter capable de s'imposer sur des Flandriennes, mais également en vallon, pour qu'il arrive à passer un petit peu mieux les bosses, parce que là pour le moment c'est un peu craignos. Donc on se retrouve, du coup on est un peu limité, parce que quand on accueille Youngles et Mass pour essayer d'aller préparer une éventuelle hypothétique victoire sur ce type de terrain, non, c'est pas possible. C'est pas possible. En tout cas, c'est délicat. Mais je vais essayer. L'ami Youngles va s'y coller. Puisque Youngles, c'est un peu un couteau suisse. Il est capable de beaucoup de choses. Il peut emmener des sprints. Enfin, emmener, pas en poisson pilote, mais en avant-dernier ou avant-avant-dernier coureur pour. C'est un très bon rouleur aussi. C'était un puncher très intéressant, comme on atteste ce qu'il avait pu faire tout seul sur les 18 ou 20 derniers kilomètres à Liège l'an passé. Donc Youngles, grosse qualité, gros moteur. Maintenant, c'est sûr que si c'est lui qui bosse tout le temps, forcément, à l'arrivée, ça va se payer. Romain Bardet va donc chercher devant Geraint Thomas cette étape. On n'a pas pu faire mieux. Franchement, les formes du jour n'étaient pas idéales. C'était pas, voilà, c'était pas vraiment le terrain pour briller pour nous. Vous allez me dire si Geraint Thomas ou Romain Bardet le fait, pourquoi pas. Ouais, c'est sûr. Mais bon, il se trouve qu'on a un petit retard là au niveau des pics de forme. Surtout pour Mas, parce qu'à la limite, Youngles, on est dans les cordes. Youngles, son pic, il va l'avoir quand je l'avais voulu, c'est-à-dire au Pays Basque. Mais Henrik Mas, le pauvre, il avait subi une blessure en préparation qui avait fait que du coup, vous savez, vous avez votre niveau de préparation qui chute,
et du coup le nombre de points alloués n'est pas le même, hein, voir épisode sur l'explication des courbes de forme, comment on obtient les pics de forme, etc. Une blessure parfois peut vous faire chuter d'un niveau et puis multiplié par le nombre de jours, et ben voilà, vous avez du coup quelques jours de retard au minimum pour le déclenchement de votre pic de forme. Ben, c'est ce qui est arrivé pour Mass. Voilà. Donc là, on est dans l'étape reine. On peut quand même tenter notre chance. Après tout, son bonus du jour n'est pas dégueulasse. Donc voilà, on va voir ce qu'on est capable de faire. Il y a un col là qui s'apprête à être gravi juste après. C'est col hors catégorie. Et puis ensuite, il y aura une montée finale avec un tout petit dernier coup de collier à donner. C'est pas un terrain défavorable, ça. Ça, il n'y a pas de quoi se plaindre. Donc c'est plutôt à la limite l'effectif qui est un poil juste. Vous savez, c'est que j'économise Vacoq et Série pour les Ardennaises, en fait. Parce que les Ardennaises me semblent être un objectif bien plus important pour la Deceuninck Quick Step que ne peut l'être le Tour de Catalogne. Et du coup, j'ai pas du tout mis toutes mes forces dans la balance là en Catalogne. Hein. C'est assez logique en fait de pas envoyer tout le monde. Hein. On n'est pas sur un objectif majeur du calendrier. J'ai déjà donné Youngles à Henrik Mas, ce qui est déjà un soutien. Mine de rien, c'est un soutien de poids. Bon, au risque de fatiguer Youngles et au risque de lui rajouter un petit peu trop de jours de course de manière sur le plan annuel, quoi. Hein, et on en reparlera de ça plus tard. Je commence à peut-être penser quelque chose à ce niveau-là. On va en parler dans 10 minutes. Sur le nombre de jours. Ensuite, Bass va peut-être, et là c'est mea culpa total, un peu trop travailler sur la toute fin de cette avant-dernière difficulté avant la descente qu'on vient de passer et surtout le raidillon qui va terminer l'étape là sur le dernier kilomètre. Je pense que j'ai un peu trop bossé avec Bass, fait preuve d'un peu trop de panache ou de folie ou manque de prudence, quoi qu'il en soit. Grosse Charder va gagner l'étape, mais surtout, ce qui est très important, c'est le petit écart de temps qui va être concédé par rapport à Dumoulin, Bardet et Geraint Thomas. Voilà, c'est ça qui est important. Pendant ce temps-là, Bob Youngles, lui, il a travaillé, donc forcément, au niveau du général, il va prendre un éclat. Et puis, le petit Evenepoel, malgré sa plutôt pas trop mauvaise forme, va rester toujours planqué dans le peloton. On est vraiment dans des, dans des débuts World Tour qui sont relativement modestes. Je pense que Evenepoel, là dans la partie, sera beaucoup plus en mesure de rivaliser quand on sera en Turquie. Voilà, ça c'est à suivre. En tout cas, là, petit chassé croisé dans le calendrier, j'ai voulu respecter une forme de chronologie, donc petite pause en Catalogne pour aborder le GPE3. Alors GPE3, ça nous intéresse. C'est forcément une course qui nous intéresse. Le sponsor veut un top 3. On aligne Stybar, Lamparts et Gilbert pour ce qui est de tête d'affiche. Stybar est le seul à être en pic de forme pour une raison que je vais vous expliquer. C'est que pour ce qui est de Lampart et de Philippe Gilbert, j'ai misé davantage sur le Paris-Roubaix et sur le Tour des Flandres en fait. Hein. Pour être franc, quand on consulte un petit peu le palmarès de Philippe Gilbert, il a déjà gagné en Lombardie, c'était il y a un paquet d'années. Il a déjà gagné du côté de Liège. C'était notamment c'était l'année de son triplé historique sur les Ardennaises en 2011. Il a gagné le Tour des Flandres, on s'en souvient, c'était assez monumental, puisqu'à cette arrivée où il porte son vélo, et puis il pourrait quand même légitimement aspirer à gagner un Paris-Roubaix. C'est vraiment ce sur quoi je me suis axé. C'est priorité à Gilbert pour Paris-Roubaix, et puis évidemment, suivant les circonstances de course, on verra bien ce qu'il advient. Hein. Mais en tout cas, ce GPE3 n'est pas en soi un objectif majeur.
J'ai été perturbé par des crevaisons, notamment de Stibar à un moment donné, qui lui a fait coûter plus d'énergie. Après, il est revenu. Lampard, pareil, s'est pris une cassure alors qu'il aurait été tellement bien s'il avait été calé avec Philippe Gilbert. Là, j'essaie de faire un petit peu mal à la concurrence. On voit Valgren qui a l'air d'être fort. On voit Peter Sagan qui est évidemment présent. On a du Seb Vanmark qui revient avec Lampard dans la roue. On a Tish Benoît qui est dans le groupe d'hommes de tête. On a évidemment Nassen, on a Terpstra. Donc il y a du monde ici. On va tenter de faire un premier tri avec Gilbert là. Alors, Sagan a pris la roue évidemment, hein, et l'ami Valgren est dans notre compagnie. On est 3 devant. Là, il y a un coup à jouer. Il faut rouler. Il faut rouler. Donc, je fais rouler Gilbert. Voilà. Je fais rouler Gilbert, quitte à le fatiguer. Mais derrière, on va voir que malheureusement, les relais assurés par Sagan, Valgren n'en a pas pris, hein, mais les relais assurés par Sagan ont été bien pauvres. Il doit avoir quelque chose d'autre en tête. Oui, bah on se méfie parce que Sagan a toujours des choses en tête. Et du coup, ça a permis. Voilà, super. Donc, il nous passe une contre-attaque. À peine on est repris. Et puis, juste avant, il roulait pas. Donc, bah, j'ai envie de dire, bien joué l'IA. Bien joué, à jouer stratégique l'IA. Si je me note en train de lâcher. Il reste plus que 5 hommes à la poursuite de Peter Sagan. Ça devrait pouvoir se jouer entre les 6 hommes de tête. Donc, la toute petite dernière difficulté ne permet pas de revenir sur Peter Sagan. Par contre, ce qu'il va juste falloir se demander, c'est est-ce qu'il est parti de trop loin ou est-ce qu'il a eu raison de partir. Parce que regardez, on est en train de le reprendre. Alors, est-ce qu'il gère son effort ou est-ce que il est mort et on va pouvoir le cueillir quelque part? On est vraiment dans l'interrogation hein, dans ces scénarios-là. Moi, j'ai décidé de prendre la roue de Valgren parce qu'auparavant, il avait bien jailli et j'avais trouvé aussi qu'il s'économisait beaucoup lorsqu'on était 3 échappés. Du coup, Philippe Gilbert prend la roue de Valgren et là encore, il y a très très bon coup à jouer normalement. Il y a très bon coup et il va pas être joué à fond. Ça me fend le cœur de ne pas l'avoir joué à fond. Derrière, en plus, Nassen, Terpstra, tout le monde était au taquet. Bon, bah, on a compris, hein, ça va se jouer au sprint. Et l'accélération de Sagan, même si Gilbert est dans la roue de Sagan, l'accélération de Sagan est totalement impossible à contrebalancer. Il faudra se contenter d'une deuxième place sur ce GPE3. Allez, après tout, c'est pas honteux, hein, c'est pas honteux de faire deux. Quand on a en plus un monstre total qui est Peter Sagan, je suis un peu déçu, hein, pas à mentir, mais je pense qu'il y avait la peu de place pour faire mieux. Il aurait fallu être un petit peu moins empreint de panache pour mieux faire, parce que ben, à vouloir partir de loin ou à vouloir essayer de tenter des coups, eh bien, des fois on se fait croquer. Alors on retourne en Catalogne pour l'étape 5. Alors l'étape 5, c'est la dernière vraiment difficile et dans laquelle on puisse espérer faire une différence. C'est la dernière parce que la 6, c'est une étape plutôt dévolue aux sprinters, et la 7, c'est cette fameuse étape classique autour de à Barcelone, notamment avec l'ascension de la colline de Montjuic plusieurs fois, un certain nombre de fois. C'est pas suffisamment violent pour qu'il y ait des différences au général cette 7e étape. Donc l'essentiel devra se faire là, dans cette 5e étape. Alors on va là encore essayer de se mettre un Henrik Mas dans les meilleures dispositions possibles, sachant que les pourcentages ils sont pas immenses et donc pas assez violents pour par exemple une attaque totalement folle de Mas. Du coup je vais essayer de voir ce que je peux faire avec Young Girls. C'est pas pour le général que je fais ça, c'est pour aller et d'une peut-être chercher l'étape, même si le retard sur les échappées est quand même assez difficile à combler. Non, c'est pour essayer de faire réagir derrière, en fait. Voilà, parce que quand l'IA voit un bon coureur qui s'en va, eh bien, elle a tendance parfois à durcir le truc, et puis Mas pouvait peut-être profiter d'une contre-attaque. Ouais, il n'en fut rien. Je vais tenter tout ce que je pourrais dans la descente. Aucune possibilité de départ avec Mas qui n'a pas une note suffisante, et donc 0 diff, victoire pour l'échappée. C'est Matej Mohoric qui va s'imposer. Joli coureur, hein, ce Mohoric. Très très beau coureur. Donc victoire d'étape,
joli pour ce coureur-là. Et puis, Bardet conserve le maillot de leader. Allez, on va être franc, on voit mal comment ça pourrait bouger sur la dernière étape, tout ça, mais sait-on jamais, sur l'avant-dernière et la dernière, pardon. Là, l'étape 6, comme je vous en parlais, va nous peut-être donner envie d'envoyer un Hodge ou un Jacobsen pour essayer d'aller finir le taf. On voit que là, à 10 km de l'arrivée, je prépare le terrain avec Youngles. Quand même faire travailler un petit peu Casey Asgreen là avant, hein, voilà. Youngles va aller taper la roue, comme ça il s'économise un peu. Et puis, du coup, c'est lui qui assurera la fin de la préparation du sprint avant que l'ami Hodge puisse éventuellement emmener Jacobsen. Voilà, toujours notre petit train là pour ce Tour de Catalogne qui est assez établi. Youngles va durcir sous le panneau des 5 là. Hodge va pas tarder à sortir pour essayer d'emmener Jacobsen. Voilà, c'est parti. Et Jacobsen est quand même suivi par Saro, hein, c'est dangereux. Dangereux, ça s'est pas joué à beaucoup là encore, mais victoire de Jacobsen. Très bien, Jacobsen il va chercher une deuxième victoire d'étape là sur ce Tour de Catalogne, c'est important pour un sprinter de gagner, parce que les deuxièmes places, on peut en avoir 15, ça rattrape pas les victoires, enfin, j'exagère un peu. Hein. Voilà, donc, deuxième victoire de Jacobsen, évidemment Romain Bardet conserve le général, et puis Mas c'est à la place, il a pris la quatrième à Hague, mais ça se joue à rien. Et juste avant, vous voyez la petite croix rouge là, juste avant l'étape 7, j'ai appris que Jacobsen était blessé. En fait, il y a un petit problème de santé. 2 jours plus tard, ça disparaîtra. Mais bon, dans l'immédiat, ça nous empêche un poil de compter sur sa forme actuelle, quoi, pour essayer d'espérer une victoire sur cette étape. Je m'interroge a priori parce que à chaque fois que j'ai joué cette étape-là, je jouais avec Puncher plutôt. Hein, donc possible d'aller la gagner avec par exemple un Tim Wellens, avec ce type de coureur-là, très très possible à gagner. Hein. En revanche, est-ce qu'il est possible d'aller gagner avec un sprinter du type Jacobsen ou Hodge à ce stade de la partie, c'est-à-dire avec ces notes-là en vallon? La réponse, sans doute plus ou moins, c'est globalement non. Ou alors il aurait fallu du Jacobsen en plus 5 par exemple. Surtout que le pauvre, après je l'ai fait décrocher comme il est malade. Et Evenepoel, pareil, tu te caches mon grand, il n'y a pas de problème. On veut grandir, on veut pas se fusiller là, on se calme. Evenepoel aura ses heures de gloire dans cette partie, mais il faut savoir être patient. Moi j'ai du mal à être patient parfois, je suis un impatient de nature, mais là, je me force à la patience avec l'ami Evenepoel parce qu'il ne s'agirait pas de vouloir trop tôt, trop vite. Allez, on a dit qu'on essayait de faire le truc un peu en réalisme, alors on va essayer de le faire jusqu'au bout. Donc, Evenepoel se cache, Youngles, par contre, lui, va essayer de dynamiser un petit peu tout ça, parce que Hodge, le pauvre, a fini par lâcher. De toute façon, dans la descente, il n'aurait pas récupéré suffisamment pour aller chercher la victoire d'étape, je pense. Mais c'était pas loin, donc en fait, avec un petit bonus de plus, ou un Jacobsen en plus 5, ou comme ça, je pense qu'en fait, il y avait moyen d'aller chercher cette étape-là, très très clairement. Voilà, même si elle est a priori plutôt dévolue, on voit que c'est Madouas qui s'impose. Elle est plutôt dévolue à du baroudeur puncher éventuellement, un truc comme ça, voilà, ou puncher sprinter. Voilà, cette étape-là, bon, on va dire Pasqualone qui avait gagné l'étape 2 et qui vient faire deuxième sur cette étape-là, il fait un joli tour lui aussi de Catalogne. Voilà, je vous ai fait défiler un peu les maillots. Bardet, grand vainqueur du classement de leader et aussi du classement par points, devant Geraint Thomas qui est une deuxième fois battu sur World Tour, mine de rien. Et puis là, on va mettre Jacobsen un petit peu au frigo là pendant quelques semaines. Il va s'entraîner et il retrouvera les routes de temps en temps, hein, bien sûr. Hein, vous voyez Turquie, Californie, Suisse, France, Benelux. Voilà ses prochaines échéances avec un bon niveau d'entraînement pour progresser dans les moments où il ne court pas. Voilà, je crois de plus en plus qu'il est important de laisser des moments où le mec est bien préparé, il s'entraîne seulement à 100%,
mais il ne court pas. J'ai l'impression que ça peut permettre d'améliorer la progression des jeunes coureurs. Voilà. Ensuite, Hodge aussi au passage, lui, il va aller au Giro. Donc voilà, ces deux petits jeunes, on va bien se les garder au chaud parce qu'il n'est pas question de les oublier. Ils représentent sûrement l'avenir au sprint de cette équipe. Ensuite, Gant-Wevelgem. Gant-Wevelgem, c'est un grand classique de la saison. C'est un rendez-vous immanquable. Le sponsor veut carrément une première place à Gant-Wevelgem. Alors là, première place, il est gentil le sponsor, mais je pense pas être en mesure de garantir la chose. Mais on est quand même bien armé. On a Philippe Gilbert, toujours. On a Stibar en bonne forme, en tout cas correct. On a Lampart et on a évidemment la carte Viviani. Donc tout ce qui va se poser comme question, c'est comment est-ce que les uns et les autres vont résister. Est-ce qu'il n'y aura pas trop d'incidents de course? Est-ce qu'il y aura possibilité de basculer peut-être, non pas après ce passage-là du Kemmelberg qu'on vient de voir à l'instant, mais le dernier passage du Kemmelberg? Est-ce qu'il y aura moyen de basculer favorablement? Alors que là, on voit, je me suis attardé sur Morkov, à qui j'avais demandé de ravitailler, et qui évidemment s'est fait larguer 2-3 groupes plus loin, et qui du coup a eu toutes les peines du monde à rentrer. Et ça explique quoi? Ça explique ce que vous voyez sur Martinelli et Gilbert, c'est-à-dire le défaut de ravitaillement. Ouais, mais sauf que c'est pas faute d'avoir essayé. Et puis c'est pas faute de m'y être pris régulièrement ni à l'avance, mais il se trouve que ça a avorté plusieurs fois. Alors, vous allez voir qu'à la fin, on va quand même réussir à ravitailler, mais bon, ces petits trucs ça qui vous font des contretemps, vous pensez à autre chose pendant ce temps-là, d'autres priorités que surveiller. Attention, on arrive bientôt au Kemmelberg, là c'est le petit morceau qu'on a vu en noir. Je vais placer Stibar en tête de peloton pour soit emmener en durcissant, soit tenter sa chance. On va voir un petit peu suivant la manière dont les choses se présentent. On est bien placé, encore une fois, nos leaders sont pas trop mal placés. Stibar va en fait s'échapper malgré lui, juste par l'effort de relais qu'il exerce. Du coup, je me dis, allez, on tente bien le coup là. Après tout, il y a peut-être moyen, surtout que ça s'est pas mis à rouler de suite. On va assez rapidement passer au-delà de la minute d'avance pour Zenex Stibar. Voilà, ici, Kemmelberg. C'est parti. Descendre du Kemmelberg. En fait, vous avez vu comme ça se tasse ici, là. C'est impressionnant les écarts qu'on peut faire sur ce Kemmelberg avec des pentes à 20%. Hein. Attention, on rigole pas là. Hein. Donc, ok. Gros écart, donc, comme je le disais, assez rapidement pour Stibar. Enfin, gros écart. Certainement pas définitif. Hein. Il reste 30 bornes. Hein. Ou 20, entre 20 et 30 bornes. Bon, mais en tout cas, Stibar va essayer, va s'accrocher. Puis il y a quand même un moment où ça va rouler, notamment sous l'impulsion de Trek Segafredo, emmené par Pedersen, que j'ai déjà mentionné, que j'ai à l'œil, lui. Pedersen qui bosse pour qui? Il bosse pour Stuyven. Et d'ailleurs, Stuyven fait partie des 4 mecs capables d'accompagner Gilbert. Évidemment, vous doutez bien que dès que Stibar a été repris, j'ai tenté une contre-attaque. Tenté la contre-attaque avec Gilbert. Et les hommes de tête là, bon, Terpstra, l'inénarrable, Thomas de Gent, c'est un peu surprenant a priori, c'est un costaud, Van Mark et Stuyven. Donc là, délicat, hein, parce que Terpstra, je le crains pas au sprint, mais Stuyven et Van Mark, je sais qu'ils peuvent vraiment battre Gilbert au sprint. En fait, c'est kiff-kiff, hein, ça peut se jouer. Du coup, je tente quand même un truc. Je tente de partir. J'aurais pu rester dans la roue, hein, mais je tente de partir avec un bon effort quand même. Hein. Mais en fait, c'est Thomas de Gent qui va ramener tout le monde. Aïe, 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 Thomas, tu nous fais mal. Parce que du coup, on est dans de beaux draps là. On n'est pas bien du tout. On n'est pas bien, il y a Van Mark en plus qui va partir. Et voilà. On va pas réussir à reprendre Seb Van Mark. Et il y a même Stuyven qui va venir chercher la 2e place. Ok, j'ai pas été très prudent. Et j'ai pas été supra-tactique sur ce coup-là. Je pense que la raison, et si j'avais fait l'épicier, j'aurais
je me serais contenté d'emmener pour Viviani, même s'il n'y avait aucune garantie de victoire, puisqu'il y avait Peter Sagan quand même dans le groupe, mais j'aurais peut-être dû faire l'épicier, parce que là, du coup, on se retrouve avec une 3e place. Ah, j'ai voulu tenter avec Philippe Gilbert, en fait. Voilà, c'est mon affection pour Philippe Gilbert qui m'a perdu, tactiquement, 100 ans. Voilà, tant pis, c'est pas grave. Alors Viviani va aussi se calmer un peu là dans les temps à venir. Il a juste une petite course prévue, mais après, son prochain objectif, c'est le Giro. On va essayer d'aller chercher de la victoire d'étape. On va voir si un sprinter comme lui, un assez pur sprinter, même s'il n'est pas pourri en vallon, peut aller chercher un maillot cyclamen. C'est la petite interrogation là aussi. On verra. On verra tout ça. Donc, vous avez vu, je vous ai mis le planning des temps à venir pour l'année Viviani. Voilà. On va maintenant se tourner vers un épisode 5 dans lequel, évidemment, les choses continueront à se dérouler. Comment cela? Eh bien, avec notamment un tour des Flandres juste essentiel pour la 209 Quick Step, un tour du Pays Basque où on a beaucoup d'ambition. C'est pas comme la Catalogne, on y va pour gagner au Pays Basque. Que ce soit avec Youngles ou la Philippe, j'y vais vraiment pour aller chercher bien mieux qu'un top 5. Et Philippe Gilbert va voir un petit peu ce qu'il peut faire sur le rang 2 ou bien un Stibar en attendant un Paris-Roubaix où là par contre j'annonce que je veux faire triompher la 209 Quick Step. Ça va être dur. À bientôt. Bye. Bye.